services publics financiers, banque et assurance, ils auraient évidemment, je suppose, un statut de fonctionnaire et donc rejoindraient le salaire à vie proposé par Bernard Trio. Deux questions à Jeanne. D'abord, société civile, non. Hein, je veux dire, enfin, le mot société civile, moi, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est employé par l'Union européenne, c'est employé par la Commission européenne. Ça, on fait. Donc, quand vous dites qu'il y aura consultation, contrôle par la société civile, est-ce que c'est les petits épargnants? Est-ce que c'est les travailleurs, y compris les sans-emploi, représentés par les syndicats et des collectifs de citoyens? Donc, comment ça fonctionne plus précisément? Et troisième question, toujours pour Jeanne, quand vous parlez d'obliger, donc dans les trois branches de la finance que vous proposez, donc le pôle public, un pôle mutualiste et des banques privées, vous dites obliger les banques privées à accepter une population précaire. Éric Toussaint a déjà soulevé une objection là, mais j'en ai une autre, c'est peut-être la même. Est-ce que ça ne veut pas dire faire courir des risques supplémentaires à cette population précaire qui se retrouverait dans ces banques privées? Voilà. Monsieur? Okay. D'abord, merci pour votre proposition. En fait, j'ai une question. Pour moi, la question est assez simple, mais pour moi, personnellement, je ne trouve pas une réponse parce que vous avez décrit un système bancaire que vous souhaitez avec des banques beaucoup plus petites que vous avez donné aussi le chiffre que Jeanne vous a dit que 5 à 7% du volume du bilan de banques sont encore dans le financement économique réel. Donc, qu'est-ce qu'il y a avec le reste de 95%? Ils sont dans le dérivé. Et après, vous avez aussi, Eric a décrit qu'il faudrait dégonfler ces 95%. Donc, comment on fait ça sans détruire les valeurs d'argent qu'on a aujourd'hui? Autrement dit, on a beaucoup trop d'argent pour les valeurs qui existent. Et comment on peut dégonfler cette marché de dérivés, parce que vous avez dit aussi que ça n'a pas de valeur aux sociétés, sauf que tant que cette valeur de dérivés existe, ça rend de valeur, ou ça garde la valeur d'argent stable. Et beaucoup de sociétés qui ont un service social ont de l'argent dedans. Donc comment on peut, parce que pour moi j'ai l'impression que un politicien responsable ne peut pas dire aujourd'hui j'interdis le dérivé parce qu'il va détruire des valeurs énormes qui vont en chaos. Et la deuxième question, peut-être, ça vient dans la même direction que ce qu'on a écouté juste avant. Si on oblige de banques à accepter de personnes dans une situation précaire, généralement, si on oblige des banques à exécuter des souhaits politiques, comment on prend attention des choses qu'on ne finance pas, des choses qui ne vont pas venir? Je suis désolé un peu pour mon français, je suis vraiment... Ce que je veux juste dire, en cœur de la crise de 2007-2008, c'était une décision politique que tous les Américains peuvent avoir une maison, même s'ils peuvent le financer ou pas. Et comment, avec votre proposition, on peut éviter ce risque? On va financer des choses qui ne sont pas finançables au niveau de la société. Okay. Merci. Comment on peut financer des petits épargnants, des gens qui les cocher les évaluations que nous avons fait à l'Amérique? S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, on commence par ce premier tour. Je ne sais pas si Jeanne, tu veux commencer? Non. Bon, ouais. Bon, sur la monnaie pleine,
Le CRDTM n'a pas pu publier d'article et je pense qu'on est nous-mêmes quelque part victimes de la fragmentation de l'information. Donc j'ai suivi, j'ai lu quelques articles sur le débat autour de la proposition qui est faite et qui est soumise à une votation en Suisse. Et bon, on voit bien que c'est redéfinir d'une autre manière, comme tu l'as dit, le métier de la banque privée. Ça resterait la banque privée, mais en restreignant sa capacité d'émission monétaire et de prise de risque. Et donc, personnellement, si tu veux, cette formule-là, mon appréciation, ok, elle peut mettre d'accord des gens de gauche et de droite. Si elle était appliquée, elle éviterait certainement la répétition de crises bancaires, mais elle n'orienterait pas le crédit et l'activité de la banque vers des missions utiles pour la société. Et c'est pour ça que je suis en faveur de la socialisation. Donc, ça permettrait une émission monétaire par un acteur parallèle qui, lui, injecterait de la monnaie dans les... Oui, donc, si tu veux, donc, je ne suis pas pour rejeter comme ça la proposition, mais j'y vois de grandes limites pour mon niveau de connaissance de cela qui est limité, et donc on n'a pas publié d'article là-dessus. Et je pense qu'effectivement, c'est de toute manière un débat tout à fait utile, intéressant. Hein. Donc, il n'y a pas d'opposition de principe de la part du CRDTM. Je dirais, cette proposition permet la réduction des risques de crise et ramène à un niveau raisonnable l'activité bancaire, un niveau plus raisonnable. Voilà. Mais ce n'est pas l'option que nous défendons. Alors, Éric, tu oui. peux expliquer en 2 mots en quoi ça consiste? Non, je ne peux pas résumer justement raisonnablement. J'ai suivi superficiellement les propositions. Donc, si tu veux, ça rend les banques, en tout cas, beaucoup plus responsables, et les banquiers beaucoup plus responsables des risques qu'ils sont prêts à prendre, et donc de l'émission monétaire à laquelle ils procèdent. Puisqu'on l'a dit, j'en ai dit, maintenant, de fait, les banques ont de fait quasiment le monopole où joue l'élément central dans la création monétaire et dans l'émission monétaire, et plus les autorités publiques. Bon. Donc, et là, c'est une limitation de leur capacité d'émission monétaire, mais pas une interdiction de la création monétaire par les banques. Bon. Merci. Dans la consultation en Suisse. Sur le personnel des services publics, donc on est pour reconvertir le personnel actuel des entreprises bancaires en le recyclant vers le service public, mais en leur garantissant une série de droits, et notamment pour tout le personnel jusqu'à un niveau raisonnable de salaire, son niveau de salaire et ses droits, et d'aller vers effectivement un personnel de service public, mais qui est redevable devant la société. Donc parce que, tel que tu l'as formulé, je peux imaginer tout de suite la réaction de gens, ah oui c'est ça, on va avoir des gens qui peuvent faire tout et n'importe quoi parce qu'ils sont des fonctionnaires à vie. Non, toi tu l'as dit dans un sens positif avec Bernard Friot, mais je sais que tout le monde n'a pas la même sensibilité dans l'opinion publique. Ça peut être pour moi, si vous voulez, être fonctionnaire public, ce n'est pas être irresponsable. C'est justement exercer des responsabilités. Et donc, quand on est un prof dans l'enseignement ou un instituteur ou une institutrice, on a une responsabilité devant les enfants, devant leurs parents, devant les institutions qui représentent l'intérêt de la société, et ça peut être différentes
institutions et organismes. Et donc il n'y a pas une irresponsabilité et une immunité des fonctionnaires. Par contre, il y a une stabilité d'emploi et il y a des mécanismes pour défendre du personnel de service public par rapport à l'arbitraire qui s'exerce dans le secteur privé. Et donc dans le secteur privé de la santé, dans le secteur privé de l'éducation, dans le secteur des banques, aujourd'hui, les employés ou les travailleurs du secteur privé doivent répondre à des critères qui tournent autour de la maximisation du rendement, même si on est un hôpital, même si on est un enseignement, un établissement ou d'autres choses. Et donc on veut répondre à d'autres critères et donc pas à la maximisation de la rentabilité, mais à la maximisation de la satisfaction des intérêts de la société. Alors, je pense qu'on peut parfaitement interdire les dérivés par rapport pour répondre à ta question, sans socialiser le secteur bancaire. C'est transférer le passif et l'actif des sociétés d'assurance et des banques vers une nouvelle structure, mais on transfère l'actif et le passif. Et dans les obligations des banques, on maintient l'obligation des banques en termes de garantir le dépôt, garantir toute une série de produits d'épargne. Donc pour le moment, quand je te disais toute une série de citoyens et citoyennes belges qui ont été effrayés par les discours sur l'État ne pourra plus et le système de pension ne pourra plus financer les retraites dans quelques années. Ces gens-là qui ont été poussés vers des produits d'épargne pension et des produits de la branche 21 d'assurance, bien évidemment, si on transfère dans le service public, on garantit ces produits-là d'épargne, etc. Et donc, mais on peut les retransférer par ailleurs, en garantissant l'épargne, le retransférer du côté du secteur public. Par exemple, en Argentine, après 2001, les fonds de pension qui avaient été privatisés ont été retransférés vers le secteur public et s'en portent très bien. En Pologne aussi, où ils avaient été privatisés, ils ont été retransférés il y a une dizaine d'années vers le secteur public parce que ça ne marchait pas du tout. Et donc on peut interdire toute une série de produits tout en garantissant par ailleurs une série d'obligations. C'est-à-dire que si de l'épargne du troisième pilier ont été investis dans des produits dérivés, ben on interdit les produits dérivés, mais on garantit l'épargne qui a été effectuée par des personnes privées. Et donc on trouve le mécanisme pour, tout en dégonflant complètement la sphère financière et en enlevant la partie malsaine, spéculative, ne servant pas aux activités économiques réelles, et donc interdisant toute une série de produits, on peut parfaitement, par ailleurs, garantir et mieux garantir les dépôts et l'épargne des personnes qui ont fait confiance jusqu'ici au secteur bancaire privé. Par contre, je vous signale que justement la garantie réelle actuelle, légale, est juste une promesse. Tout le monde sait très bien que dans le système actuel, la garantie octroyée par les États de l'Union européenne jusqu'à 100 000 € par compte bancaire et par banque est absolument intenable en cas de crise systémique. C'est-à-dire le fonds dont a parlé Jeanne tout à l'heure, qu'on commence à mettre en place, dispose de montants totalement insuffisants pour
concrétiser cette garantie. Et donc, toi, tu as l'impression que si on détruit une partie des activités spéculatives, on va provoquer des explosions et un chaos qui va être défavorable à la société, alors qu'aujourd'hui, c'est le maintien de ces dérivés, le maintien de ces activités spéculatives qui provoque les conditions de nouvelles crises bancaires qui impliqueront de nouveaux sauvetages bancaires très coûteux pour la société, y compris pour les épargnants, parce que de nouveau, on sauve des banques en disant on sauve les épargnants, mais je vous signale que les gens qui, comme moi, avaient de l'épargne pension chez Dexia avant la crise, alors que j'étais sur un compte dit défensif, la définition par Dexia de défensif n'était absolument pas une gestion en bon père de famille, et on m'a expliqué que oui, c'était défensif, c'était un terme utilisé comme ça, mais en réalité, on a quand même investi dans le subprime aux États-Unis, et vous devez comprendre, monsieur, que votre épargne pension, ben, elle a subi un fameux coup en 2008, et vous n'étiez peut-être pas conscient parce que vous n'avez pas bien lu les documents qu'on vous avait fait signer sur le mandat que vous nous déléguez pour gérer votre épargne. Donc c'est ça qu'il faut faire comprendre à l'opinion publique, c'est que pour le moment, toute une partie de son épargne et de ses dépôts n'est pas réellement en sécurité. Je ne veux pas foutre la trouille aux gens, et elle ne sera, si elle l'est finalement en sécurité, c'est parce qu'en dernier ressort, l'État sauvera les institutions bancaires sous prétexte de sauver votre épargne. Mais qui sera réellement sauvé? Les grands actionnaires des institutions bancaires. Et donc ça, nous ne voulons pas que ça se répète, et nous ne voulons pas continuer dans un système où vous n'avez pas un seul banquier en prison en Europe. Il n'y a dans le périmètre européen qu'en Islande qu'il y a des banquiers qui se sont retrouvés sous les verrous parce qu'il y a une mobilisation citoyenne très importante. Mais nulle part ailleurs en Europe, il y a des banquiers qui sont sous les verrous malgré tous les délits qu'ils ont pu commettre. Et donc nous trouvons ça anormal. Alors je ne suis pas pour la peine de mort pour les banquiers, moi je suis pour les condamner à des activités forcées d'utilité publique. Je ne suis même pas pour les mettre en prison en cellule. Ils peuvent avoir un bracelet électronique, mais qu'ils aillent balayer les rues, qu'ils se rendent utiles à la société, et qu'ils soient déconsidérés, ou qu'ils doivent reconquérir une crédibilité morale malgré ce qu'ils ont fait au détriment de la société. Pourquoi est-ce que des petits voleurs à la tire se retrouvent à Lantin, et pourquoi est-ce que des criminels en col blanc poursuivent une existence absolument tranquille? C'est absolument amoral. Il faut revenir à une vraie échelle éthique des valeurs et rendre responsables ces délinquants de haut niveau, les rendre responsables de leurs délits et faire en sorte qu'ils payent à la société leur dû, et donc par des peines d'activité, d'utilité publique. Voilà. Sur l'initiative Monnaie Pleine, on n'a pas construit de position politique, alors je ne vais pas m'avancer sur le sujet. Ensuite, notre démarche avec le groupe d'Action Banque, c'est véritablement une démarche de démocratisation des questions monétaires et financières. On cite souvent la citation d'Henry Ford qui dit que si le peuple comprenait le système bancaire et financier, on serait confronté à une révolution dès demain matin. Il me semble que l'initiative dont tu parles, c'est un exemple du peuple qui se saisit de cette question, et de ce point de vue sur la démarche, on ne peut que trouver ça louable. Voilà, mais je ne m'avancerai pas plus que ça. Sur la question de la société civile, mea maxima culpa, je sais que cette formule n'est pas la bonne. J'ai retrouvé exactement
ce qu'on préconise donc dans notre livret banque du point de vue, alors j'allais dire de la gouvernance, oh là là là, du gouvernement si on veut, de notre pôle public bancaire. Alors on dit que à l'échelle territoriale, on veut que le conseil d'administration, les conseils d'administration des entités territoriales du pôle public bancaire réunissent des salariés, des usagers, ainsi que des représentants des acteurs syndicaux et patronaux locaux. Voilà. Donc, faire voilà, un conseil d'administration qui représente l'ensemble de ces acteurs pour prendre des décisions sur l'octroi de crédit. Voilà. Sur le personnel du service public bancaire, aucun problème sur le fait de faire un personnel de service public et de la fonction publique. Un point dont on n'a pas parlé, mais qu'il s'agit quand même d'aborder si on maintient une part du secteur bancaire privé, c'est le problème aujourd'hui des portes tournantes au sein des superviseurs bancaires et financiers. Donc je pense que c'est une donnée qui doit être répandue à l'échelle européenne, en tout cas à l'échelle française. La CPR, donc l'autorité de contrôle des banques, accueille de plus en plus d'agents du privé, avec une culture bancaire privée. Voilà, et c'est aussi parce qu'au titre de l'union bancaire, l'autorité de contrôle prudentiel, donc la Banque de France, sous l'égide de la Banque centrale européenne, assume un rôle de contrôle des risques microprudentiels, donc des risques qui sont pris par les banques individuellement. Et ça, où est-ce que le superviseur bancaire français trouve cette expertise? C'est évidemment au sein des banques privées. Voilà. Et donc on a de plus en plus de contractuels au sein de la Banque centrale française qui importent toute cette culture du privé. Donc nous, au même titre, on veut abolir cette pratique et ça s'inscrit dans le cadre plus général de reprise en main de la Banque centrale française et de la Banque centrale européenne, de contestation de l'indépendance de cette institution qui joue un rôle éminemment politique et donc qui, à ce titre, doit être sous contrôle démocratique et doit être une institution publique. Voilà. Alors... Au sujet de la clientèle, entre guillemets, peu rentable, c'est triste de parler comme ça, bon, voilà, à nouveau les mots sont très piégeux. Donc, on préconise, une de nos mesures, ce serait de garantir un service bancaire pour tous. Et donc, on a un certain nombre de projets pour véritablement que ce service public bancaire soit inclusif, même au sein de son volet privé. Pour les populations qui sont en dessous du seuil de pauvreté, on préconise que dans tout le secteur bancaire, ces populations bénéficient d'un compte bancaire et de moyens de paiement gratuits. Voilà. Donc c'est pour argumenter le fait qu'elles ne seraient pas forcément lésées. Donc aujourd'hui, on a déjà en fait un dispositif qui vise à faire en sorte que les populations précaires soient prises en charge par l'ensemble des banques. Ça s'appelle le droit au compte. C'est la Banque de France qui s'assure que c'est bien mis en œuvre. Et bien, nous, on voudrait le renforcer. Et l'idée, c'est voilà, de répartir donc, les populations précaires équitablement sur l'ensemble des banques du secteur bancaire. Voilà, et on veut que les frais bancaires qui sont appliqués dans tous les cas soient plafonnés pour l'ensemble des populations afin qu'ils ne soient pas abusifs. Voilà. Bon, par ailleurs, sur ta dernière question, je ne sais pas si j'ai tout à fait compris sur est-ce qu'on peut financer les prêts immobiliers des populations précaires, c'est ça? Non. C'est passé déjà quelquefois que si l'État a pris en charge le système financier, que le souhait de la classe politicien ont été financiers, comme par exemple en États-Unis, disons qu'on veut permettre à tous les Américains d'avoir des crédits, donc c'est pas le droit d'avoir un compte. Oui, bien sûr. Juste, ouais, comment on évite que soit politique ou
financiers, qui ne sont pas finançables que chaque... Oui, c'est ça. Hein. peut-être pour essayer de résumer ton idée, tu disais, je vais le dire en d'autres mots, les dirigeants des États-Unis ont voulu ont mené une propagande sur tout citoyen américain doit être propriétaire de son logement, et les banques ont octroyé, dans le cadre du subprime, des financements pour des logements à des ménages qui n'étaient pas réellement en mesure d'assurer les engagements pris. Et il dit, donc la question c'est comment on évite ça. Moi, je dirais, en finançant des programmes, par exemple, de construction de logements, par des formules qui permettent à des secteurs qui n'ont pas des revenus suffisants d'avoir accès au logement, mais sans devoir contracter une dette hypothécaire. Il faut, dans ce cas-là, d'autres systèmes de financement de la construction de logements. Et ça existe dans toute une série de sociétés par ailleurs. C'est parce qu'on ne l'a pas suffisamment soutenu. Mais y compris aux États-Unis, tu dois savoir que là aussi, sous Franklin Roosevelt, il avait fait créer Fannie Mae, qui était cette agence de garantie des crédits hypothécaires pour assurer que les Américains d'en bas aient accès à des logements. Et puis Fannie Mae et l'autre institution qui a été créée, Freddie Mac, ont été dévoyés de leur mission et sont lancés eux-mêmes dans de la spéculation immobilière, etc. Et ont été au bord de la faillite en 2008. Et donc si on en revient à des projets de financement, de construction de logements accessibles pour la partie de la population qui n'a pas les moyens d'investir elle-même directement dans une dette hypothécaire, si l'État remplit sa fonction de ce côté-là, on évite de financer, de devoir financer des choses qui ne sont pas remboursables. Et bon, juste dire aussi, Jeanne a dit tout à l'heure, aux États-Unis, la dette des étudiants, c'est d'ailleurs plus que ce qu'elle a mentionné, parce que tu as dit c'est presque la moitié du PIB français. Plus de la moitié. Voilà, c'est nettement plus, parce que c'est 1350 milliards maintenant, la dette étudiante aux États-Unis. Et évidemment, tu pourrais dire, mais pour éviter que les étudiants américains s'endettent, que faut-il faire? Il faut maintenir un système gratuit d'éducation supérieure qui évite que des étudiants, des familles populaires, doivent contracter une dette de 30 000 ou de 60 000 dollars pour pouvoir rembourser leurs études et avec les complications que ça peut générer par la suite. Donc de nouveau, là, les réponses à apporter, c'est que l'État doit jouer son rôle dans toute une série de missions, et un rôle qu'il a progressivement abandonné dans le cadre de l'application du modèle néolibéral et de privatisation de toute une série de choses qui étaient avant prises en charge par les pouvoirs publics dans ce qu'on a appelé l'état de bien-être ou le welfare state. Et pour compléter, en fait, il y a à mon avis la question des inégalités, tout simplement, qui est posée dans ta question. Nous, on propose une ambitieuse politique de logement social. Pour la France Insoumise, on n'est pas forcément des tenants de la propriété individuelle immobilière. Voilà. Mais bon, au-delà de ça, pour que chaque ménage ait les moyens de financer son logement, que ce soit dans l'accession à la propriété ou en étant locataire, tout simplement, on préconise une révolution fiscale, pour limiter les inégalités au sein de la société, pour les réduire, ce qui est à rebours totalement de la politique menée par Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu ça, en ce moment c'est un carnage absolu. Le budget pour 2018 d'Emmanuel Macron, c'est entre sa flat tax sur les revenus du capital et la suppression de l'ISF, en tout cas la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune sur le patrimoine financier, donc le cœur du patrimoine des plus riches familles françaises, ça c'est un cadeau d'environ 10 milliards aux riches, c'est énorme, c'est énorme. Et dans le même temps, il diminue les APL de 400 milliards. Qu'est-ce que c'est les APL ?
les APL, c'est les allocations au logement, pardon, oui, c'est vrai que... les